Salam alaikum. Merci de me rejoindre pour le troisième cours de physique pour la deuxième année baccalauréat, intitulé Propagation d'une onde lumineuse. Ce cours est destiné à toutes les filières et pour ceux qui veulent la version PDF de ce cours que vous voyez ici, vous pouvez le demander par email que vous trouverez dans la description. Passons directement à la première section de ce cours, aspect ondulatoire de la lumière. Donc, dans cette section, l'objectif est d'affirmer que la lumière est une onde, et ceci en étudiant le phénomène de diffraction de la lumière. Donc, le phénomène de diffraction, nous l'avons vu dans le deuxième chapitre sur les ondes mécaniques périodiques. Mais avant ça, commençons par un rappel sur la propagation rectiligne de la lumière. Alors, dans un milieu transparent et homogène, la lumière se propage en ligne droite. D'abord, c'est quoi un milieu transparent et homogène? Donc, c'est un milieu dont les propriétés sont les mêmes en tout point du milieu. Ça veut dire qu'on ne peut pas distinguer entre chaque point du milieu. Il possède les mêmes propriétés. D'accord? Donc, c'est un milieu homogène. On dit dans ce cas que la lumière se propage en ligne droite. Ça veut dire en ligne rectiligne. Prenons cet exemple que vous voyez ici. Donc, le trajet d'un faisceau lumineux depuis une source laser jusqu'à un écran placé devant la source est modélisé par une droite munie d'une flèche qui indique le sens de propagation. Donc, vous voyez ici que nous avons utilisé donc un faisceau rouge, donc un laser qui émet un faisceau rouge vers cet écran-là. Donc, ce qu'on observe sur l'écran, c'est la formation d'une tache qui est rouge, une tache ponctuelle. On dit aussi un point lumineux. Maintenant, que va-t-il se passer si on place un obstacle, donc entre l'écran et la source laser, un obstacle qui contient une fente, comme nous l'avons vu dans le cas des ondes mécaniques. Donc, c'est ce qu'on va étudier maintenant pour confirmer la nature ondulatoire de la lumière. Alors, on va décrire cette situation par cette activité. On interpose entre la source laser et l'écran une plaque que vous voyez ici, donc portant une fente verticale, rectangulaire de largeur A, réglable. Ça veut dire qu'on peut contrôler la largeur de cette fente-là. Et sur l'écran de projection, situé donc à une distance D de la fente, on observe une tache centrale qui est plus large, donc elle est plus claire, entourée de part et d'autre par des taches qui sont secondaires, moins larges et moins brillantes. Donc la tache rouge centrale, elle est plus lumineuse que les autres taches et 2 fois plus large. Autrement dit, on observe un étalement de la lumière rouge, donc de la lumière rouge, perpendiculairement à la fente. Et toutes ces taches lumineuses que nous voyons ici, elles sont séparées par des zones d'obscurité. Ça veut dire les zones entre les taches que vous voyez ici, ce sont des zones d'obscurité, ou ce qu'on appelle des franges sombres. D'accord? Alors, que s'est-il passé ici? Donc, ce que nous venons de décrire, c'est que la direction de propagation des rayons lumineux, donc émis par la source laser, a changé, donc elle a changé de direction afin qu'il puisse atteindre des endroits au-delà de l'obstacle. Ce qui est contraire, bien sûr, à ce que nous avons vu ici dans le principe de propagation rectiligne de la lumière. Maintenant, la lumière a changé de direction. Et ceci, bien sûr, il est analogue à ce que nous avons vu dans le deuxième chapitre lors de la diffraction des ondes mécaniques à la surface de l'eau. Donc rappelez-vous que nous avions ici donc une onde rectiligne, une onde plane, donc à la surface de l'eau, qui se propage donc en traversant cette disons, obstacle contenant une fente, disons, une ouverture. Et donc ce qui se passe ici, c'est que l'onde plane est transformée en une onde circulaire, centrée sur donc l'ouverture, qui se propage donc dans une large partie du milieu au-delà de l'obstacle. Donc c'est la même chose que nous avons vu ici. Et comment donc nous avons interprété cette onde dans le deuxième chapitre? Nous avons dit que cette onde-là a été diffractée, d'accord, par la fente. C'est la même chose, c'est exactement la même chose ici, mais ce qui a été diffracté ici, c'est l'onde lumineuse, d'accord? Et donc, ce que nous avons vu ici, il s'interprète par la diffraction de la lumière, d'accord? Et la diffraction, bien sûr, on sait que c'est un phénomène ondulatoire, donc il caractérise les ondes mécaniques,
Mais maintenant, on va ajouter qu'il caractérise aussi les ondes lumineuses. Alors, pour conclure, le phénomène de diffraction permet d'affirmer que la lumière présente un caractère ondulatoire et par conséquent, la lumière possède toutes les caractéristiques et les propriétés d'une onde progressive périodique. Voyons voir maintenant quelques propriétés concernant l'onde lumineuse. Alors, comme toute onde mécanique progressive, l'onde lumineuse se propage dans tout milieu matériel, ça veut dire milieu solide, liquide ou bien gazeux. Cependant, au contraire des ondes mécaniques, les ondes lumineuses peuvent également se propager dans le vide. D'accord? Donc, et les ondes qui se propagent dans le vide, ce sont des ondes électromagnétiques. Donc, on dit que l'onde lumineuse possède les propriétés de propagation d'une onde électromagnétique. Bien sûr, les ondes lumineuses ne sont qu'une partie de ce qu'on appelle les ondes électromagnétiques. Il existe plusieurs domaines qui représentent l'onde électromagnétique. Et la lumière est visible, c'est l'un de ces domaines qu'on va voir donc, dans la troisième partie de ce cours. Et l'onde électromagnétique, c'est une association d'un champ électrostatique, donc un champ électrique, et un champ magnétique, comme le nom l'indique. D'accord? Alors pour conclure cette remarque, la lumière, ce qu'on appelle aussi une radiation lumineuse, est une onde électromagnétique périodique sinusoïdale susceptible de se propager dans le vide et aussi dans un milieu transparent, donc dans un milieu matériel comme l'air, le verre, etc. Une autre remarque, en remplaçant la fente par un obstacle très fin, comme un cheveu par exemple, on obtient les mêmes résultats. Ça veut dire que si je remplace la fente verticale ici par un cheveu, qui est donc placé d'une manière verticale aussi, on va obtenir les mêmes tâches donc sur l'écran d'observation. Une autre remarque, dans le cas d'une fente horizontale, donc ça veut dire que si je remplace la fente verticale ici par une fente qui est horizontale, alors dans ce cas, les rayons sont déviés vers le haut et vers le bas. Donc comme vous voyez sur cette figure-là, nous avons ici une fente qui est horizontale. Et donc dans ce cas, le faisceau lumineux, donc les rayons, donc ils vont dévier vers le haut et vers le bas. Et bien sûr, l'étalement de la lumière rouge est toujours perpendiculaire à la fente. Une dernière remarque, on obtient la diffraction de la lumière par une fente de largeur A lorsque cette largeur-là est comprise entre 10 lambda et 100 lambda. Avec lambda, c'est la longueur de l'onde lumineuse. Donc cette relation-là est à retenir, mais on va l'exploiter plus tard dans ce cours. Voyons voir maintenant quelques remarques qui sont des résultats directs des expériences. Alors, la largeur de la tache centrale de diffraction est d'autant plus grande que la fente est plus fine. Ça veut dire que si on diminue la largeur de la fente ici, la largeur de cette tache centrale, elle devient plus grande. D'accord? Donc, on constate expérimentalement que la largeur de cette tache centrale augmente lorsque la largeur de la fente diminue. D'accord? Et on écrit que le phénomène de diffraction dans ce cas est d'autant plus important que la fente est faible. Ça veut dire que lorsqu'on diminue la largeur de la fente, le phénomène de diffraction il devient plus clair. D'accord? Par contre, donc pour une grande ouverture, les faisceaux lumineux se propagent en ligne droite. Ça veut dire que si j'augmente la largeur de cette fente-là, donc il n'y aura pas donc de déviation du faisceau lumineux. Donc il va se propager donc d'une manière rectiligne comme ici. Et donc il n'y aura pas de phénomène de diffraction. D'accord? Donc dans ce cas, il n'y a pas de diffraction. Troisièmement, on constate expérimentalement aussi que la largeur de cette tache centrale augmente si la longueur de l'onde augmente. Donc ceci est à retenir. Alors, si on remplace maintenant la fente rectangulaire que nous avons vue ici par une fente circulaire, par un trou, comme vous voyez ici, dans ce cas, on obtient une tache lumineuse circulaire entourée d'anneaux d'intensité de plus en plus faible. Autrement dit, les rayons lumineux, donc ils sont déviés dans toutes les directions de façon à obtenir une tache centrale très éclairée et entourée d'anneaux pour lesquels la luminosité diminue en s'éloignant donc du centre, comme vous pouvez le voir sur la figure. Donc,
dans le cas de cette fente-là qui est circulaire, si on diminue ou on augmente donc la largeur de la fente, qu'est-ce qui se passe? Alors, dans ce cas, on observe que pour une large ouverture, comme vous voyez sur la figure donc à gauche, la diffraction il ne se produit pas. Donc, vous voyez ici que les rayons lumineux donc, ils se propagent en ligne droite. Donc, il n'y a pas de diffraction dans ce cas. Tandis que pour une petite ouverture, on obtient une figure de diffraction. Et donc, la conclusion, c'est la même conclusion que nous avons ici pour la fente rectangulaire. Le phénomène de diffraction est d'autant plus important que la fente est faible, d'accord? Comme ici. Et pour une grande ouverture, les faisceaux lumineux se propagent en ligne droite et donc il n'y a pas de diffraction. Donc, que ce soit pour une fente qui est rectangulaire ou circulaire, donc la conclusion est la même, d'accord? Donc on passe maintenant pour l'étude de la diffraction d'un faisceau laser par une fente. Et on commence par définir un paramètre qui est très important dans ce cas, qui est l'écart angulaire θ. Alors avant de donner la définition, nous allons appeler la largeur L de la tâche centrale la distance entre la première extinction ça veut dire la première tâche sombre. Rappelez-vous que nous avons appelé ces zones entre les tâches, les zones d'obscurité ou bien les franges sombres. Donc la largeur L de la tâche centrale, c'est la distance entre la première extinction à gauche de la tâche centrale et la première extinction à droite de la tâche centrale. Et donc par définition, on appelle écart angulaire du faisceau diffracté l'angle θ qui est en radian, compris entre le milieu de la tâche centrale et aussi donc la première extinction. Donc vous voyez ici l'angle θ qui est donc l'écart angulaire du faisceau diffracté. Donc pour extraire l'expression de l'angle θ, on va zoomer sur le triangle que vous voyez ici, donc le triangle rectangle de cette figure-là, et on obtient donc ce triangle-là. D'accord? Alors, donc le rayon de la frange centrale, disons de la tâche centrale, le rayon, ça veut dire cette distance-là, c'est L sur 2. Donc c'est la moitié de cette distance-là. Donc c'est le côté opposé de l'angle θ que vous voyez ici. Donc c'est L sur 2. D'accord? Alors, donc d'après le triangle que vous voyez ici, tangente θ, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Donc le côté opposé, c'est L sur 2. Le côté adjacent, c'est D. Avec D, donc bien sûr, c'est la distance entre la fente et donc l'écran d'observation. Entre la fente et l'écran d'observation. Et donc, nous avons finalement tangente θ égale à L sur 2D. D'accord? Et en pratique, le rapport, celui-là, donc L sur 2, est très petit parce que la distance D est très grande par rapport à L. Donc, vous voyez ici, la distance D est très grande par rapport à L. Donc, ce rapport-là est très petit. Alors, pour un angle θ qui est petit, on peut écrire en première approximation que tangente θ égale à θ. Donc, on accepte ceci parce que ce rapport-là est très petit. D'accord? Donc, tangente θ égale à θ. Et donc, finalement, on trouve cette équation-là pour l'angle θ. Donc, θ égale à L sur 2D. Donc, c'est la première équation importante de ce cours-là. C'est une équation à retenir et on va donc l'appeler l'équation 1 pour l'utilisation plus tard. D'accord? Donc, θ égale à L sur 2D. C'est la définition de l'écart angulaire du faisceau diffracté. Pour les unités, bien sûr, l'écart angulaire, θ, c'est un angle, donc c'est en radian. L, la largeur de la tâche centrale, c'est une distance, donc c'est en mètres. Et D, qui est donc la distance entre la fente et l'écran d'observation, c'est une distance, donc c'est en mètres. Remarquez ici que le mètre, donc il va se simplifier avec le mètre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le radian, c'est une unité sans dimension, d'accord? Parce que donc les unités vont se simplifier à droite et donc à gauche, nous avons ici le radian qui est une unité sans dimension. Passons maintenant pour établir la relation entre l'écart angulaire θ et la largeur de la fente A. Pour cela, donc, on va considérer une activité. Dans cette activité, on va faire varier la largeur de la fente et on mesure les valeurs de L, donc la largeur de la tâche centrale correspondante. On relève les valeurs calculées dans le tableau que vous voyez ici, et sachant qu'on a fixé donc D à 2,5 mètres. Alors, on répète cette activité expérimentale 5 fois en changeant à chaque fois la largeur de la fente. Je l'ai mentionné au début que la largeur de la fente est réglable, ça veut dire qu'on peut la changer, on peut la contrôler. Et donc ici, on remarque qu'en augmentant à chaque fois la largeur de la fente.
Et ensuite, on mesure L, la largeur de la tâche centrale, et on calcule l'inverse de la largeur de la fente. Pourquoi on calcule 1 sur A? Parce qu'on va voir que θ est inversement proportionnel à A. Et on calcule aussi θ, donc l'écart angulaire, en utilisant bien sûr la relation que nous venons juste de voir. Donc θ égale à L sur 2D. Donc comme j'ai dit, L, on la mesure, tandis que D est fixé avant l'expérience. D'accord, c'est 2,5 mètres. Donc ensuite, on va tracer la courbe de variation de θ en fonction de l'inverse de la largeur de la fente. Donc bien sûr, c'est une représentation approximative. Vous pouvez faire mieux que moi en utilisant cette échelle, d'accord? Donc l'intérêt ici, c'est que j'ai représenté les 5 points que vous voyez sur le tableau. Alors cette courbe obtenue ici, c'est une droite affine d'équation générale θ égale à k fois 1 sur a, avec k ici, c'est le coefficient directeur de cette droite. Et là, la dimension d'une longueur. On peut donc déduire ça en faisant une analyse dimensionnelle de cette équation. Alors, θ ici, c'est en radian. Le radian est sans dimension. Donc, ce qui est à gauche de cette équation est sans dimension. Ce qui est à droite, il doit être aussi sans dimension. A, donc c'est en millimètres, donc c'est une distance. Sa dimension, la dimension d'une longueur. Et donc, forcément, K, elle doit avoir la dimension d'une longueur pour se simplifier avec la dimension de A. Et on va finir finalement avec une grandeur qui est sans dimension à droite comme à gauche. Et puisqu'il a la dimension d'une longueur, donc il représente la longueur de l'onde lumineuse dans ce cas. D'accord? On va calculer maintenant sa valeur. On va suivre donc la méthode classique. On va prendre 2 points donc, de cette courbe-là. Donc j'ai pris ce point-là et ce point-là. Vous pouvez prendre les points que vous voyez ici parce que nous avons déjà leur valeur d'ordonnées et d'abscisse dans le tableau. Donc K, c'est la différence entre les ordonnées des points choisis sur donc, la différence entre les abscisses des points choisis. Alors, donc pour le point B ici, c'est le point 5 dans le tableau. Donc l'ordonnée c'est θ, donc c'est cette valeur-là. Donc θ B ici, c'est cette valeur-là. Tandis que pour A, c'est le 4e point. Donc l'ordonnée c'est ce point-là. D'accord? Donc voilà, c'est 1,10 à la puissance moins 3, moins 4,10 à la puissance moins 3. Et donc les abscisses, donc ce sont les abscisses correspondantes. D'accord? Ce point-là et ce point-là. Donc 2,5 fois 10 à la puissance 3, moins 8,3 fois 10 à la puissance 3. Donc en faisant cette application numérique, on trouve finalement la valeur de K, c'est donc 655 nanomètres. Et donc, comme j'ai dit, K, c'est la longueur de l'onde. D'accord? Et donc, on remplace maintenant K par la longueur de l'onde. Et donc, on obtient la deuxième relation qui est importante dans ce cours, qui est donc la relation entre l'écart angulaire et la largeur de la fente. D'accord? Ils sont donc reliés avec la longueur de l'onde lumineuse. Donc, nous avons maintenant 2 équations en θ, cette deuxième équation, et aussi la première équation que nous avons obtenue avant. Donc, on va faire correspondre cette équation avec la deuxième pour obtenir une troisième équation. Donc, c'est l'équation entre la largeur de la tâche centrale, donc la distance entre la fente et l'écran d'observation, la longueur de l'onde lumineuse et aussi la largeur de la fente. Donc, c'est une équation à retenir. Je vais l'appeler l'équation numéro 3. Alors, d'après le tableau ci-dessus, on constate aussi que lorsque A diminue, L, il augmente et vice-versa. Donc, vous voyez ici que lorsque donc, les valeurs de la largeur de la fente diminuent dans cette direction-là, les valeurs de la largeur de la tâche centrale, elles augmentent. Et inversement, lorsque les valeurs de la largeur de la fente augmentent, les valeurs de la largeur de la tâche centrale, elles diminuent. D'accord? Et on peut déduire ça aussi en utilisant cette équation-là, donc en échangeant les places donc, de A et L. Je peux dire que lorsque L augmente, A, il diminue. Et inversement, lorsque L diminue, A, il augmente. D'accord? Et aussi, donc, on peut dire, d'après cette équation numéro 3, que la largeur de la tâche centrale, L, donc, il augmente avec la largeur, ou disons, avec la longueur de l'onde. Ça veut dire, lorsque la longueur de l'onde augmente, elle augmente aussi. Et si lambda augmente, ça veut dire que θ augmente aussi, d'accord? Donc, la condition ici, c'est que la longueur d'onde augmente. Lorsque la longueur d'onde augmente, elle augmente et aussi θ augmente, d'accord? Alors, pour conclure, d'après la relation numéro 3, elle augmente avec l'augmentation de la longueur d'onde et la diminution de A. D'accord?
d'où l'influence de la largeur de la fente et la longueur de l'onde sur la largeur de la tâche centrale. Passons à la troisième section de ce cours, les propriétés des ondes lumineuses. Nous avons dit que la lumière est une onde électromagnétique qui se propage dans les milieux transparents, donc les milieux matériels, et dans le vide. Donc les milieux transparents, ce sont des milieux dont on peut observer la propagation de l'onde lumineuse. Par exemple, le verre, c'est un milieu transparent, l'eau, c'est un milieu transparent, l'air et les cristaux aussi. On veut savoir dans cette section les propriétés des ondes lumineuses lorsqu'on passe d'un milieu à un autre. D'accord? Commençons par la première propriété ou les premières propriétés, la lumière monochromatique et aussi la lumière polychromatique. Commençons par la lumière monochromatique. C'est quoi une lumière monochromatique? Alors, nous avons vu dans la première section, ici, un laser, donc elle émet ici une lumière qui est rouge. Donc, on a spécifié ici la couleur de la lumière, c'est une lumière rouge. Donc, lorsque nous avons une seule couleur, on parle donc d'une lumière monochromatique. D'accord? Donc, toute radiation lumineuse ayant une seule couleur est dite monochromatique. Elle est caractérisée par sa fréquence nue qui ne change pas quel que soit le milieu de propagation. Il s'agit par exemple d'une onde lumineuse de fréquence nue dans un milieu d'indice N1 et elle passe à un autre milieu d'indice N2, un autre milieu différent. Donc la fréquence de cette onde lumineuse, elle ne change pas, d'accord? Elle est toujours la même, d'accord? Et la couleur bien sûr aussi. Alors cette fréquence est imposée par la source, comme donc la source laser que nous avons vue. Exemple, le laser hélium-néon, donc c'est un laser à gaz parce que l'hélium et le néon ce sont des gaz. Donc elle émet une lumière qui est rouge de fréquence égale à 4,74 fois 10 à la puissance 4 Hz. Donc cette couleur ne change pas, cette fréquence ne change pas. Il y a aussi le laser argon, c'est un laser à gaz aussi, donc c'est l'un des gaz nobles. Donc il émet une lumière qui est verte de fréquence, donc est égale à 5,83 fois 10 à la puissance 4 Hz. Donc cette couleur et la fréquence ne changent pas, quel que soit le milieu de propagation. D'accord? Donc on peut dire finalement que la couleur est déterminée par la fréquence, quel que soit le milieu de propagation. Passons maintenant à la lumière polychromatique. Donc c'est une lumière constituée d'un ensemble de lumières monochromatiques, ça veut dire plusieurs couleurs de fréquences différentes. D'accord? Le mot polychromatique, ça veut dire littéralement plusieurs couleurs. Par exemple, la lumière blanche ou lumière visible, c'est une lumière polychromatique composée de plusieurs radiations monochromatiques. Donc la lumière blanche, elle comporte tous les rayonnements électromagnétiques du spectre visible. Et on va voir dans la dernière partie de ce cours que lorsque la lumière blanche traverse un prisme, donc ce dernier, il va faire apparaître toutes les couleurs du spectre visible. D'accord? Un autre exemple. Donc nous avons aussi la lumière du soleil, c'est une lumière blanche. Aussi la lampe à incandescence, donc le bolat lente computer, et une bougie aussi, donc shama, c'est une lumière polychromatique, d'accord? Passons maintenant pour décrire la double périodicité de la radiation lumineuse. Alors, une radiation lumineuse, c'est une onde lumineuse périodique caractérisée par sa fréquence, sa période, disons la longueur d'onde et aussi sa vitesse de propagation. D'une manière générale, on écrit que la vitesse de propagation, c'est le rapport entre la longueur d'onde et la période. Et on sait que la période, c'est l'inverse de la fréquence. Donc, on peut écrire aussi que la vitesse de propagation, c'est le produit entre la longueur d'onde et la fréquence qu'on note ici par nu. Donc, bien sûr, la vitesse de propagation, c'est en mètres par seconde. La période, c'est en secondes. La longueur d'onde, c'est en mètres. Et aussi, donc, nous avons la fréquence qui est en hertz. Donc une information très importante à retenir, c'est que lorsque une onde lumineuse passe d'un milieu à un autre, sa longueur d'onde et sa vitesse changent, tandis que sa fréquence ne change pas. Donc pour la fréquence, nous l'avons conclu donc dans la partie précédente, nous avons dit qu'il ne change pas lorsqu'on change le milieu, et on sait que la vitesse de propagation change lorsqu'on change le milieu, et donc automatiquement la longueur d'onde change. D'accord? Donc toute onde qui est périodique, il est caractérisé par cette double périodicité.
Donc nous avons la périodicité temporelle qui est caractérisée par la période t ou la fréquence nu, tel que donc la fréquence c'est l'inverse de la période, ou bien donc la période c'est l'inverse de la fréquence. Et il ne dépend pas de la nature du milieu de propagation, comme nous l'avons dit. Donc la fréquence ne change pas lorsqu'on change le milieu. Pour la périodicité spatiale, elle est caractérisée par la longueur d'onde qui, elle, dépend de la nature du milieu de propagation. Ça veut dire qu'il change lorsqu'on change le milieu de propagation. D'accord? Bon, je crois que j'ai dépassé 20 minutes, donc je crois que je vais m'arrêter ici. Et pour la prochaine vidéo, on va commencer directement par la célérité de la lumière. Donc je vais partager avec vous donc cette deuxième partie dans 3 ou 4 jours. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.